Le coup de poing fut rapide, mais Chloé l'avait vu venir avant qu'il n'atteigne sa cible. Des années d'entraînement lui avaient appris à lire le transfert de poids, la tension des épaules, l'éclair d'intention dans des yeux hostiles. Elle ne scia pas. À ses côtés, sa sœur jumelle, Clara, se tenait tout aussi immobile, tout aussi prête. La foule d'élèves qui les entourait dans la cour retenait son souffle, téléphone levé, attendant le sang. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprenait, c'est que les jumelles Martin avaient été préparées à ce moment toute leur vie. Leur père, un ancien militaire, avait passé d'innombrables heures à leur enseigner non seulement comment se battre, mais quand se battre. Aujourd'hui, cette ligne avait finalement été franchie. 2 semaines plus tôt, l'air automnal d'Aix-en-Provence portait l'odeur des platanes, alors que les jumelles franchissaient pour la première fois les grilles en fer forgé du lycée Saint-Augustin. Le vaste campus, avec son architecture classique et ses pelouses impeccablement entretenues, témoignait d'une vieille fortune et de traditions ancestrales. Chloé ajusta son sac à dos, sentant le poids de centaines de regards suivre leurs mouvements à travers la cour principale. La main de Clara chercha brièvement la sienne, un signe silencieux qu'elles entraient ensemble en territoire hostile. Le lycée Saint-Augustin existait depuis plus d'1 siècle, formant les enfants de l'élite d'Aix-en-Provence. Le corps étudiant était une tapisserie de privilèges, tissée presque entièrement de fils blancs. L'arrivée des jumelles marquait une rupture dans ce schéma soigneusement entretenu. Leur bourse, obtenue grâce à des résultats scolaires exceptionnels, leur avait peut-être accordé l'accès au bâtiment, mais pas à la communauté qui l'abritait. Les premiers murmures commencèrent avant qu'elles n'atteignent leur casier. Chloé saisit des fragments de conversation qui se taisaient à leur passage, pour reprendre à voix basse derrière elle. La mâchoire de Clara se crispa, mais elle continua de marcher. Leur père les avait prévenus. Il les avait fait asseoir la veille au soir, ses mains burinées posées sur la table de la cuisine, et leur avait dit à quoi s'attendre. Non pas pour les effrayer, mais pour les préparer. « Les gens vous mettront à l'épreuve », avait-il dit, sa voix portant la gravité de l'expérience. « Ils essaieront de vous faire sentir petite, indésirable, inférieure. Mais vous n'êtes pas là pour leur approbation. Vous êtes là pour apprendre, pour grandir, pour ne rien prouver à personne d'autre qu'à vous-même. N'oubliez pas votre entraînement. Contrôlez votre respiration, contrôlez votre esprit, contrôlez la situation. » Au déjeuner de ce premier jour, la mise à l'épreuve avait commencé. Théo Duval, capitaine de l'équipe de rugby et roi officieux du lycée Saint-Augustin, tenait sa cour à la table centrale de la cafétéria. Ses cheveux blonds tombaient parfaitement sur son front, son sourire était un charme étudié et sa cruauté instinctive. Lorsque Chloé et Clara entrèrent avec leur plateau, sa voix s'éleva au-dessus du brouhaha de la cafétéria. « On dirait qu'il diversifie le personnel de service », annonça-t-il, assez fort pour que toute la pièce l'entende. Ses compagnons, Hugo Mercier et Lucas Bernard, éclatèrent de rire. D'autres élèves détournèrent le regard, gênés mais peu disposés à intervenir. La poigne de Clara sur son plateau blanchit ses jointures, mais Chloé lui toucha doucement le coude. Elles trouvèrent une table vide près des fenêtres et s'assirent, ignorant le spectacle derrière elles. C'était la première leçon que leur père leur avait apprise. Ne pas donner aux intimidateurs la réaction qu'ils désirent. Mais le silence, elles l'apprendraient bientôt, n'opère qu'un temps. Les provocations s'intensifièrent quotidiennement. Des livres arrachés des mains dans les couloirs bondés, des insultes chuchotées que les professeurs n'entendaient, on ne sait comment, jamais. Des coups d'épaule délibérés qui faisaient trébucher Clara contre les casiers. Les jumelles absorbèrent tout, maintenant la discipline que leur père leur avait inculquée pendant des années d'entraînement aux arts martiaux dans leur garage aménagé. Chaque soir, elles rentraient chez elles pour le trouver à les attendre, et elles s'entraînaient. Coups de pied, blocage, frappe, prise, mais plus que la technique physique, il leur enseignait le contrôle. « N'importe qui peut donner un coup de poing », disait-il, guidant leurs mouvements. « Mais il faut une vraie force pour se retenir quand on a le pouvoir de frapper. C'est ce que je vous enseigne, pas la violence,
mais la retenue, pas l'agression, mais la défense. Chloé et Clara avaient obtenu leur ceinture noire 2 ans auparavant, mais leur père continuait leur éducation. Il leur apprenait à reconnaître les signes d'une attaque imminente, à se positionner stratégiquement, à ne jamais laisser la colère obscurcir leur jugement. Il leur enseignait également à tout documenter, à s'exprimer, à chercher d'abord de l'aide par les voies officielles. Elles ont essayé. Chloé a signalé les incidents à Monsieur Dubois, le proviseur adjoint, un homme mince aux lunettes, cerclé de métal, qui écoutait d'une oreille distraite tout en feuilletant des papiers. « Les garçons seront toujours des garçons », avait-il dit d'un ton désinvolte. « Peut-être êtes-vous trop sensible ? Le lycée Saint-Augustin a la réputation d'avoir une compétition animée. Peut-être interprétez-vous mal un comportement adolescent normal. » Clara a tenté de parler à Madame Garnier, la conseillère d'orientation et d'éducation, qui a offert des platitudes sur la nécessité de trouver un terrain d'entente et de ne pas faire de vagues. « Vous êtes nouvelles ici », avait-elle dit avec un sourire condescendant. « Laissez le temps faire. Essayez de mieux vous intégrer. » S'intégrer, comme si le problème était leur incapacité à s'assimiler plutôt que l'hostilité qui les entourait. Le point de rupture survint un vendredi matin. Chloé arriva à son casier pour le trouver tagué d'une insulte raciste si ignoble qu'elle ne put se résoudre à la prononcer à voix haute. À côté, des dessins grossiers se moquaient de son apparence. De la peinture rouge coulait comme du sang, s'accumulant sur le sol poli. Des élèves se rassemblèrent, certains haletants, la plupart filmant, quelques-uns riant. Théo se tenait à proximité, les bras croisés, arborant un sourire narquois qui confirmait son implication. Clara arriva quelques instants plus tard, son propre casier étant dégradé de la même manière. Les sœurs se tenaient côte à côte, fixant la haine littéralement peinte devant elles. Chloé sentit son cœur battre dans ses oreilles, sentit ses mains se serrer en poing. Elle jeta un coup d'œil à Clara et y vit sa propre rage se refléter. Mais elles ne crièrent pas, ne pleurèrent pas, ne donnèrent à personne la satisfaction de les voir craquer. Au lieu de cela, elles commencèrent à tout documenter méthodiquement avec leur téléphone, prenant des photos sous plusieurs angles, enregistrant les réactions de la foule, capturant l'expression satisfaite de Théo. Lorsque M. Leclerc, le proviseur, arriva finalement convoqué par un professeur nerveux, il observa le vandalisme avec ce qui semblait être une véritable consternation. « C'est inacceptable », déclara-t-il, assez fort pour que les élèves rassemblés l'entendent. « Nous allons enquêter de manière approfondie. » L'enquête dura moins d'une journée. Malgré des preuves vidéo claires que plusieurs élèves avaient filmées, malgré la présence évidente de Théo sur les lieux, malgré la peinture encore fraîche sur ses mains lorsque la sécurité pensa enfin à vérifier, la conclusion fut exaspérante de prévisibilité. Preuves insuffisantes pour déterminer le coupable. Théo et ses amis reçurent une réprimande sévère. On dit à Chloé et Clara de passer à autre chose. Ce soir-là, assises en face de leur père à table, les jumelles racontèrent tout. Il écouta, sans interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand elles eurent fini, il se pencha en arrière sur sa chaise et les étudia toutes les deux attentivement. « Vous avez fait preuve d'une retenue remarquable, » dit-il finalement. « Vous avez tout fait correctement, suivi toutes les règles, cherché de l'aide par les voies officielles. Et le système vous a fait défaut. » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Ce qui se passe ensuite est votre choix. Vous pouvez changer d'école, je soutiendrai cette décision entièrement, ou vous pouvez rester et affronter cela. Mais si vous restez, comprenez qu'ils ne s'arrêteront pas. Ils continueront de pousser jusqu'à ce qu'ils forcent une confrontation. » Chloé et Clara se regardèrent, cette connexion jumelle faisant passer une compréhension silencieuse entre elles. Elles n'avaient jamais reculé devant un défi de leur vie. Elles ne commenceraient pas maintenant. « Nous restons », dit Chloé fermement. « Alors nous nous préparons », répondit leur père. « Parce que quand cette confrontation arrivera, et elle arrivera,
Vous devrez être prête, non seulement physiquement, mais légalement et émotionnellement. À partir de maintenant, documentez tout, enregistrez chaque incident. Assurez-vous de n'être jamais seul si possible. Et rappelez-vous, si vous devez vous défendre, ne le faites que lorsque vous n'avez pas d'autre choix et n'utilisez que la force minimale nécessaire. Le week-end devint une session d'entraînement intensive. Leur père les poussa plus fort que jamais, les entraînant aux techniques défensives, aux stratégies de désescalade et surtout à la conscience situationnelle. Dimanche soir, il les fit asseoir une dernière fois. Si cela en vient à une confrontation physique, voici ce que vous devez comprendre, dit-il gravement. Le système n'est pas fait en votre faveur. Ils essaieront de vous blâmer, de vous dépeindre comme les agresseuses, quelle que soit la vérité. Vous devez donc être plus intelligente, plus contrôlée, plus documentée qu'eux. Ne vous battez que si vous n'avez pas le choix. Gagnez de manière décisive, mais ne blessez pas inutilement. Et dès que c'est fini, dès qu'ils ne représentent plus une menace, vous arrêtez. Compris. Elles avaient compris. Le lundi matin arriva avec une clarté cristalline. Chloé et Clara franchirent les grilles du lycée Saint-Augustin, la tête haute, leurs mouvements mesurés. D'autres élèves remarquèrent le changement immédiatement, un subtil glissement dans leur attitude qui parlait de résolution plutôt que de résignation. Théo le remarqua aussi. Il se tenait dans la cour principale avec Hugo et Lucas, observant les jumelles approcher. La confrontation était inévitable, orchestrée par le besoin de Théo de réaffirmer sa domination après le silence du week-end. Alors que les jumelles traversèrent la cour, il se plaça directement sur leur chemin, les forçant à s'arrêter. Les élèves commencèrent immédiatement à se rassembler, formant un cercle lâche, téléphone déjà en mode enregistrement. « Vous auriez dû rester à l'écart », dit Théo, sa voix portant à travers la cour. « Cette école n'est pas pour les gens comme vous. » Chloé croisa son regard sans ciller. « Des gens comme nous? Vous voulez dire des élèves qui ont réellement mérité leur place ici ?» La foule réagit par des inspirations aiguës. Le visage de Théo devint rouge. Il n'était pas habitué à être défié, surtout pas devant son royaume. Hugo s'avança, tentant d'intimider par sa taille. « Surveille ton langage », grogna Hugo, s'avançant dans l'espace de Chloé. Clara se décala légèrement, se positionnant pour couvrir le flanc de sa sœur. Leur entraînement rendait le mouvement instinctif. Théo saisit ce repositionnement subtil et le reconnut pour ce qu'il était, de la préparation. Cela l'enragea davantage. « Tu te crois forte ?» cracha-t-il, poussant Chloé violemment à l'épaule. La poussée fut une erreur. C'était la ligne dont leur père avait parlé, le moment où la défense devenait justifiée. Chloé absorba la force, la laissant se dissiper à travers son corps, plutôt que de la lui opposer. Son entraînement lui avait appris à lire l'énergie derrière une attaque, à l'utiliser plutôt qu'à s'y opposer. « Ne me touche plus », dit Chloé doucement, sa voix ferme. Théo rit, un aboiement rauque de dérision. Il la poussa à nouveau plus fort cette fois. À ses côtés, Lucas se dirigea vers Clara, tentant d'attraper son sac à dos. Ce qui se passa ensuite se déroula avec la précision d'une chorégraphie, mais avec l'authenticité d'une véritable maîtrise. Chloé esquiva la troisième poussée de Théo, son mouvement fluide et économique. Son élan le projeta en avant, déséquilibré. Elle ne le frappa pas. Elle n'était simplement pas là où il s'attendait à la trouver. Il trébucha, la confusion remplaçant l'arrogance sur son visage. Clara, quant à elle, s'était dégagée de l'emprise de Lucas avec une simple technique de poignet, redirigeant sa force et le faisant se déséquilibrer. Il tenta de l'attraper à nouveau, plus agressivement, et elle exécuta un blocage défensif parfait suivi d'une poussée contrôlée qui le fit reculer sur l'herbe. La foule éclata en cris. Théo, humilié par son attaque ratée, chargea Chloé avec une vraie violence dans les yeux. Cette fois, elle n'eut pas le choix. Alors qu'il balançait un coup sauvage, elle s'accroupit, attrapa son bras tendu et utilisa son propre élan pour le guider au-delà d'elle et le projeter au sol. La technique était du pur aïkido, utilisant la force de l'attaquant contre lui,
ne nécessitant aucune frappe, juste une redirection et un contrôle. Hugo, voyant ses amis au sol, commit l'erreur critique d'aggraver la situation. Il saisit Clara par derrière, tentant de la maîtriser. En un mouvement fluide, elle abaissa son poids, brisa son étreinte, pivota et lui faucha les jambes. Il tomba lourdement, l'impact lui coupant le souffle. Toute la confrontation dura peut-être 30 secondes. Quand elle fut terminée, Théo, Hugo et Lucas gisaient au sol, étourdis et vaincus. Chloé et Clara se tenaient au-dessus d'eux, respirant calmement, pas un cheveu de travers. La foule resta dans un silence choqué, le seul son étant l'enregistrement continu de dizaines de téléphones. Monsieur Dubois, le proviseur adjoint, arriva quelques instants plus tard, se frayant un chemin à travers la foule. Il observa la scène. 3 élèves masculins au sol, 2 élèves féminines debout calmement, et une audience de témoins avec leur téléphone sorti. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, bien que son ton suggérât qu'il avait déjà pris sa décision. Théo se releva en hâte, son visage tordu de rage et d'embarras. « Elles nous ont attaqués !» cria-t-il, pointant du doigt d'un air accusateur. « Sans aucune raison !» Le mensonge était si flagrant, si évidemment contredit par les preuves, que plusieurs élèves rirent. Les yeux de Dubois balayèrent la foule, s'arrêtant sur la forêt de téléphones. « Tout le monde, rangez ça !» ordonna-t-il. « C'est une affaire interne à l'école privée. » Mais les vidéos étaient déjà en cours de téléchargement, se propageant déjà au-delà de son contrôle. Dubois se tourna vers les jumelles. « Vous deux, venez avec moi. Vous 3 aussi, ajouta-t-il, désignant Théo et ses amis. Dans le bureau de M. Leclerc, le proviseur, la scène se déroula exactement comme leur père l'avait prédit. Théo se posa en victime, insistant sur le fait que les jumelles avaient attaqué sans provocation. Hugo et Lucas appuyèrent son récit, leurs mensonges répétés s'effondrant sous le poids des détails contradictoires. M. Leclerc, un homme aux cheveux argentés qui avait dirigé le lycée Saint-Augustin pendant 2 décennies, semblait fatigué. « C'est une situation sérieuse, » commença-t-il. « La violence, quelle qu'elle soit, ne peut être tolérée. »« Nous nous sommes défendus, » interrompit Chloé calmement. « Théo m'a poussé 2 fois. Lucas a tenté d'attraper ma sœur. Nous avons utilisé la force minimale nécessaire pour arrêter leurs attaques. Tout est en vidéo, sous plusieurs angles, filmé par au moins 20 élèves. » La mâchoire de Leclerc se serra. Il était au courant des vidéos. Elles circulaient déjà en ligne, déjà partagées avec des commentaires sur le harcèlement et le racisme. Les images montraient clairement Théo comme l'agresseur, montraient clairement les jumelles se défendant avec une retenue remarquable. « Néanmoins, dit Leclerc prudemment, je vous suspends tous en attendant une enquête complète. » C'était un compromis lâche, traitant victimes et agresseurs comme également coupables. Mais Chloé et Clara s'y étaient attendues. Elles s'y étaient préparées. « Nous allons prendre un avocat, » dit Clara doucement, « et nous allons déposer des plaintes formales, non seulement pour l'agression d'aujourd'hui, mais pour des semaines de harcèlement raciste documenté que cette administration a ignoré. » La température de la pièce sembla chuter. Le visage de Théo pâlit. Le calme soigneusement maintenu de Leclerc se fissura légèrement. Ce soir-là, le père des jumelles passa plusieurs appels téléphoniques, d'abord à un avocat spécialisé dans la lutte contre les discriminations avec qui il avait servi des années auparavant, puis aux médias locaux, puis au conseil d'administration du lycée. Au matin, l'histoire avait éclaté au-delà des grilles soigneusement contrôlées du lycée Saint-Augustin. Les vidéos devinrent virales, regardées des millions de fois sur les plateformes sociales. Des équipes de presse apparurent à l'école. Les parents exigèrent des réponses. Le conseil d'administration du lycée lança une enquête indépendante. Et la famille de Théo, aussi riche et influente qu'elle fut, se retrouva face à des questions qu'elle ne pouvait détourner avec de l'argent ou de l'influence. L'enquête dura 2 semaines. Pendant ce temps, d'autres élèves se manifestèrent,
partageant leurs propres expériences de harcèlement de la part de Théo, de l'indifférence de l'administration, d'une culture qui protégeait les coupables tout en faisant taire les victimes. Les preuves devinrent accablantes, indéniables. Lorsque le conseil d'administration du lycée publia enfin ses conclusions, le verdict fut clair. Théo Duval, Hugo Mercier et Lucas Bernard furent exclus définitivement. Monsieur Dubois, le proviseur adjoint, fut mis à pied conservatoire. Monsieur Leclerc, le proviseur, annonça sa retraite anticipée, et les exclusions temporaires de Chloé et Clara furent non seulement levées, mais officiellement accompagnées d'excuses. Les jumelles retournèrent au lycée Saint-Augustin dans un environnement transformé. Tout le monde ne les accueillit pas à bras ouverts, les préjugés ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais l'équilibre des pouvoirs avait changé. D'autres élèves hochaient la tête respectueusement dans les couloirs. Les professeurs prêtaient attention quand elles prenaient la parole, et l'administration, désormais sous une nouvelle direction, mit en œuvre une formation complète contre le harcèlement et pour la diversité. 3 mois après ce jour dans la cour, Chloé se tenait à une assemblée scolaire, s'adressant à l'ensemble du corps étudiant. Sa voix était ferme, son message clair. « Ce qui nous est arrivé, à ma sœur et à moi, n'était pas unique, dit-elle. Cela arrive tous les jours, dans les écoles partout, à des élèves qui ont l'air différents, sonnent différents, viennent de milieux différents. La différence, c'est que nous avions la formation pour nous défendre et la documentation pour prouver notre cas. Mais nous n'aurions pas dû avoir besoin de l'un ou de l'autre. Une école devrait être un endroit où chacun se sent en sécurité, où les différences sont célébrées, non attaquées, où le système protège les vulnérables au lieu des puissants. » Les applaudissements qui suivirent furent sincères, soutenus. Clara, assise au premier rang, croisa le regard de sa sœur et sourit. Leur père, debout au fond de l'auditorium, observait avec une fierté silencieuse. Ce soir-là, alors qu'elles s'entraînaient ensemble dans leur garage aménagé, il s'arrêta pour les regarder s'exercer. Leurs mouvements étaient devenus encore plus raffinés, leur contrôle encore plus précis. Mais plus que leur habileté technique, il était fier de leur courage moral, de leur refus d'être diminués, de leur insistance sur la justice même lorsque le prix était élevé. « Vous savez, dit-il interrompant leur séance, « je vous ai appris à vous battre, mais vous vous êtes appris quelque chose de plus important. Comment vous battre pour ce qui est juste? Cela ne s'entraîne pas. Cela vient du caractère. » Chloé et Clara échangèrent des regards, cette connexion jumelle faisant jaillir la compréhension. Elles avaient affronté la haine et en étaient ressorties plus fortes. Elles avaient été mises à l'épreuve et avaient refusé de plier. Elles avaient exigé le changement et l'avaient obtenu. Le chemin avait été brutal, mais la destination en valait la peine. Les mois se transformèrent en une année. Le lycée Saint-Augustin poursuivit sa transformation, devenant une institution plus inclusive, plus consciente. Théo et ses amis firent face à des conséquences légales, des travaux d'intérêt général et la tâche durable de leurs actions. Les jumelles excellèrent académiquement, obtenant une reconnaissance non seulement pour leur courage, mais aussi pour leur excellence scolaire. Lorsque les lettres d'admission à l'université arrivèrent, les deux sœurs avaient plusieurs options provenant d'universités prestigieuses. Mais plus important que toute acceptation était le message qu'elles avaient envoyé, que le silence permet l'oppression, que la documentation vainc le déni, et que parfois, lorsque toutes les autres options ont été épuisées, se lever signifie tenir bon. Leur histoire se répandit au-delà d'Aix-en-Provence, au-delà des médias sociaux, devenant un moment d'enseignement sur le harcèlement, le racisme et le pouvoir de la préparation rencontrant l'opportunité. Les écoles commencèrent à utiliser leur cas comme exemple, discutant non seulement de la confrontation physique, mais aussi des semaines de documentation, des tentatives de passer par les voies officielles, de la réponse mesurée lorsque la défense devint nécessaire. Des années plus tard,
Les deux sœurs deviendraient des défenseurs de la prévention du harcèlement et de l'éducation à la légitime défense. Elles partageraient les leçons de leur père sur le contrôle, sur l'utilisation de la force uniquement en dernier recours, sur la différence entre l'agression et la protection. Elles enseigneraient aux autres que la force n'est pas une question de domination, mais de courage de rester ferme quand tout vous pousse à tomber. Mais en ce soir d'automne à Aix-en-Provence, alors que le soleil se couchait sur les arbres et que les jumelles terminaient leur entraînement, elles savouraient simplement la paix pour laquelle elles avaient tant lutté. Elles avaient traversé le feu et en étaient ressorties forgées, plus fortes. Elles avaient affronté un système conçu pour les briser et l'avaient, au lieu de cela, fait céder. Et elles avaient prouvé que parfois, la plus grande victoire n'est pas de vaincre ses adversaires, mais de refuser de devenir ce qu'ils attendaient de vous.